marché de l'amaigrissement dans une société où le surpoids et l'obésité sont en augmentation constante est une pratique qui se porte bien. Mais si beaucoup de praticiens continuent à prodiguer aux candidats en surcharge pondérale ou qui s'estiment trop gros des régimes avec des conseils inutiles, inefficaces, contre-productifs, parfois dangereux, d'autres, au contraire, prônent de manger intuitivement, c'est-à-dire en écoutant leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, émotionnels. Alors, comment permettre à ceux qui le souhaitent d'atteindre ou de rester à leur poids d'équilibre ? C'est précisément le sujet du dernier ouvrage du docteur Jean-Philippe Zermaty, médecin nutritionniste, spécialiste des troubles du comportement alimentaire, auteur de « Osez manger, libérez-vous du contrôle » chez Odile Jacob. Docteur Jean-Philippe Zermaty, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous rendre compte des difficultés, des problèmes de poids dans lesquels vous baignez depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et on comprend au sous-titre de votre livre, que je n'ai pas encore donné, c'est « Libérez-vous du contrôle ». Alors, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, parce que c'est très, très important. Auparavant, je souhaiterais qu'on dise évidemment un mot sur les régimes que vous condamnez. Je dirais que vous les condamnez fortement. Vous dites qu'ils constituent un facteur d'aggravation. Alors, sans aucun doute, les régimes ont aggravé le phénomène de surpoids qu'on constate partout. D'abord, quelques chiffres extrêmement simples. Ils sont affolants et désespérants, les chiffres que vous donnez. Mais alors, il y a beaucoup d'études. Véritablement, il y a beaucoup d'évaluations sur l'efficacité, les résultats. Ils donnent tous le même chiffre. Toutes les études produisent exactement le même résultat. Quand les gens font un régime, quel que soit le type de régime, que ce soit un régime très restrictif, que ce soit un régime équilibré, que ce soit un régime fait seul dans son coin, un régime en groupe, un régime accompagné par des médecins, un régime associé à de l'activité physique, un régime associé à de la psychothérapie, de quelque façon qu'on s'y prenne, le chiffre est le même. On a, au bout de 2 ans, 95% de reprise du poids, et 40% de rebond pondéral, de gens qui prennent plus de poids qu'ils n'en ont perdu. On dit se stabiliser à un chiffre qui est plus haut que le poids initial. Ils ont repris plus que ce qu'ils avaient perdu, 40%. Donc ils ont aggravé leur poids. Et ça sera leur nouveau poids d'équilibre, ça, ou ils arriveront à en descendre ? Alors ça, c'est encore un autre sujet, c'est que selon la physiologie de chacun, et c'est génétiquement déterminé, et on la connaît pas forcément d'avance, on n'a pas tous la même capacité à reperdre le poids. Il faut savoir, et c'est pour ça que c'est un problème grave, c'est que la prise de poids n'est pas forcément systématiquement réversible. Ce qui fait que finalement, ce qui fait le drame de l'obésité, c'est pas la prise de poids, c'est l'incapacité ensuite à reperdre le poids. C'est ça le drame de l'obésité. L'incapacité physiologique. Parce que dans les chiffres que vous avez donnés à 2-3 ans en disant c'est 95% d'échecs, il se trouve, vous donnez un autre chiffre, vous dites les 6 premiers mois, 80% perdent du poids. Donc du coup, ça les encourage à... Alors voilà, si on avait un échec au bout de 3 jours, ça dissuaderait tout le monde de poursuivre et ce serait finalement beaucoup mieux. Malheureusement, c'est pas le cas. Au bout de 6 mois, la plupart des gens, tout le monde tient, il y a 80% des gens qui tiennent leur régime pendant quelques mois. On en a ce chiffre de 80% de réussite de perte de poids au bout de 6 mois. Et finalement, on s'aperçoit que on s'est piégé dans un mauvais système qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez des formules fortes. Vous dites sans les recommandations des nutritionnistes, des psychiatres, des pouvoirs publics, la maladie n'aurait jamais atteint un tel degré de gravité. Oui, alors on en parlera plus tard, mais oui, un régime en fait produit des dérèglements dans le comportement alimentaire. Ça produit des troubles du comportement alimentaire. Les gens deviennent complètement hypersensibles. Ils ont ce qu'on appellerait une impulsivité alimentaire, c'est-à-dire que ils ont à la fois des obsessions de nourriture. Ils finissent par ne penser qu'à la nourriture qui les empêche de manger. Et puis ils développent ce qu'on appelle de l'impulsivité, c'est-à-dire que dès qu'ils passent devant de la nourriture, ils peuvent déclencher des envies de manger. Et ça peut prendre des formes mineures. On va le voir dans la deuxième partie de l'émission, là où vous parlez des compulsions, de la faim et des envies de manger. Alors vous dites l'erreur diététique, alors vous avez
expliqué que vous avez une longue carrière là maintenant derrière vous, et vous dites, au moment de mes débuts, on va dire dans les années 80, on réduisait les sucres. Alors moi j'ai une formation hospitalière et universitaire, donc j'ai une formation académique, et donc quand j'ai été formé à l'hôpital, j'ai appris à prescrire des régimes, et à cette époque-là, les régimes qu'on prescrivait étaient des régimes riches en graisse et pauvres en sucre. Alors le régime à l'époque emblématique de cette époque-là, peut-être que certains auditeurs s'en rappelleront, c'était le fameux régime Atkins, où on supprimait tous les féculents, le pain, les gâteaux, les sucreries, etc. Mais on avait le droit de se gaver, littéralement, mais on peut jamais en manger des tonnes quand même, de produits gras, donc des pâtés, du fromage, des viandes, des trucs comme ça. Ça a fait maigrir des millions de personnes sur la planète. Ce régime a été distribué dans le monde entier, et il a fait maigrir des millions de personnes. Et il a fait regrossir des dizaines de millions. Qui ont tous repris du poids, comme d'habitude. Mais ce qui s'est passé au début des années 80, c'est que à ce moment-là, on sait pas très bien pourquoi, finalement, comment les choses se passent. Les physiologistes ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Finalement, pour maigrir, on doit pas retirer les sucres, on doit retirer les graisses. Donc on s'est mis tous, dans le monde entier, tous les nutritionnistes, on s'est mis à prescrire des régimes pauvres en graisse, avec plein de sucre. Enfin, des féculents, des glucides, quoi. Et l'idée à cette époque-là, c'était même que les glucides, on pouvait en manger autant qu'on voulait, ça pouvait pas faire grossir. Bon, pour des raisons physiologiques que je vais pas détailler, mais on en était arrivé à dire ça, quoi, à dire que finalement il y avait des aliments qui pourraient ne pas faire grossir du tout, et qu'on pouvait manger en quantité absolument illimitée. Et donc on a tous changé notre fusil d'épaule à cette époque-là. On a prescrit des régimes beaucoup plus riches en glucides, beaucoup plus pauvres en graisse, et les gens ont maigri. Des millions et des millions de gens ont maigri. Mais exactement comme avant. Mais vous dites la composition du régime n'a aucun effet sur les maigrissements à long terme. Voilà. Alors du coup, on s'est mis à vouloir comparer l'efficacité d'un régime pauvre en gras avec un régime pauvre en sucre. Et là, je pourrais vous citer des quantités d'études qui montrent que la composition du régime en gras ou en sucre n'a absolument aucune importance sur la perte de poids. Le seul facteur déterminant, c'est la réduction calorique. Il faut manger moins de ce que vous voulez. Alors si je veux vous provoquer les auditeurs, vous pouvez faire un régime sans légumes. Vous enlevez tous les légumes, vous maigrissez quand même. Si vous enleviez 500 calories de légumes ou 500 calories de fromage, il se passe exactement la même chose. Vous perdez la même quantité de poids. Vous posez la question amusante en disant le gratin dauphinois, là, qu'est-ce qui fait maigrir? Alors le fromage, les pommes de terre, c'est la quantité, quoi. Parce que le débat, on s'est bagarré, mais depuis des millénaires, parce que le débat remonte à Hippocrate, donc à 2500 ans. Hippocrate prescrivait, lui, des régimes pauvres en sucre pendant 1000 ans. Et puis Galien, qui est le grand médecin suivant, qui était dans les années 500 après Jésus-Christ, lui a dit non, Hippocrate s'est complètement planté, il faut qu'on prescrive des régimes pauvres en graisse. Depuis, on n'est jamais sorti de ce débat. Alors maintenant, en fait, on a quand même des études, et en particulier, il y a une méta-analyse d'un chercheur qui s'appelle Tobias. Elle s'est dit, je vais prendre toutes les études qui ont été faites sur les régimes et qui ont comparé l'efficacité de régime sans gras ou régime sans sucre. Elle en a trouvé 3517. Donc autant vous dire que le sujet il a été exploré en long et en large. 3517 études. À la fin de sa méta-analyse, elle n'a qu'une seule conclusion. Stricte égalité entre les deux types de régimes. Le seul facteur qui permet de perdre du poids, c'est la réduction calorique. Uniquement, il n'y en a pas un seul autre. Deuxième conclusion annexe, c'est l'impossibilité de suivre les prescriptions sur le moyen terme. Personne n'y arrive. Alors, je vous propose une courte pause musicale et on va parler du match précisément entre Hobbs et Spurlock. Très intéressant.
Un petit peu d'activité physique, de la musique qui bouge et un régime, ça non. L'activité physique, si c'est fait pour le fun, ça marche très très bien. Si c'est fait pour du contrôle, c'est déjà un peu moins bien. Et alors, avec un régime, là, ça annule tout. Voilà. Alors, j'ai promis à nos auditeurs donc le match Hobbes-Spurlock. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très très important dans votre ouvrage et ça rend compte en fait des difficultés que vous venez de nous expliquer. Alors c'est très intéressant et c'est même un petit peu déstabilisant. Alors c'est pas des un est un scientifique mais l'autre est un cinéaste, pas du tout. Ouais. Alors Spurlock. Morgan Spurlock, vous en rappellerez peut-être, c'est le gars qui avait fait le film Super Size Me. C'est-à-dire que il s'était donné un challenge, c'était de manger pendant 1 mois tous ses repas, matin, midi et soir, au McDo. Bon. Il s'est installé dans un McDo. Non, il s'est pas installé, il faisait des allers-retours. Il s'est fait livrer. Voilà. Et de prendre systématiquement tous ses repas là-bas, de réduire un peu son activité physique et de tenir 1 mois. Bon, au bout d'1 mois, il a pris 11 kilos. Il a dégradé son état de santé, il a aggravé sa glycémie, son cholestérol, ses triglycérides, son acide urique, ses enzymes hépatiques. Le moral était moyen aussi. Moral super moyen, déprimé. Au bout de 3 jours, il vomissait ses repas. Il a fallu qu'il se donne un grand coup de motivation pour continuer. Ses médecins lui disaient arrête, tu vas te flinguer la santé. Il dit non, faut que je tienne. Et puis au bout d'1 mois, il a fait un film qui s'appelle Super Size Me sur son expérience qui a tourné dans le monde entier. Et tout le monde a dit oui, McDo, ça fait grossir, c'est une vraie catastrophe. Bon, parallèlement à ça, il y a un autre gars plus sérieux qui est un professeur de nutrition à l'université d'État du Kansas, qui s'appelle Mark Hobbes, qui a fait quelque chose d'assez semblable en miroir. C'est-à-dire que lui, son expérience d'abord a duré 2 mois, et pendant 2 mois, il s'est nourri de chips, Oreo, crème glacée, barres de chocolat. C'est pas marrant, hein. Tout ce que j'interdis à mes petits-enfants et à mes enfants. C'est pas marrant de manger 2 mois, ça. Bon. Et au bout de 2 mois, il a perdu 12 kilos. Et le plus fort, il est sorti en meilleure santé qu'il était rentré dans le régime. C'est-à-dire que lui, il a tout amélioré. Il avait baissé son cholestérol, il avait baissé sa glycémie, ses triglycérides. Enfin, il était une santé de jeune. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui mange McDo, qui prend 11 kilos, l'autre qui fait 2 mois de chips et de gâteaux chocolatés, et qui perd 12 kilos. Bon. Est-ce qu'il y a une tricherie? Eh ben, pas du tout. La différence, qui n'avait pas du tout été signalée par Spurlock, c'est que Spurlock, dans son expérience, il se force à manger 5000 calories tous les jours. Alors que Mark Hobbes, lui, se force à ne pas dépasser 1800 calories par jour. En gros, dans les 2 expériences, la composition de la nourriture est à peu près la même. C'est une nourriture extrêmement grasse, extrêmement sucrée. Il y en a un qui maigrit, il y en a un qui grossit. C'est uniquement lié à la quantité de calories qu'ils ont consommées l'un et l'autre. Il y en a un qui s'est gavé et l'autre qui s'est plutôt privé. Un à 5000 calories, l'autre à 1800. Il y en a un qui prend 11 kilos et l'autre qui en perd 12. Voilà. Donc ça ne tient absolument pas à la nature des aliments, mais uniquement à la quantité de calories que ça représente. La biologie améliorée, elle n'est que provisoire. Je pense que si on imagine, si on continue ce type de régime, ça finit par mal se passer. Ça finit par mal se passer. Ouais, c'est sûr, certainement. Ouais. Et donc, finalement, la junk food qu'on dénonce, on prend toujours l'exemple en disant les problèmes de poids, c'est les McDo, c'est les aliments ultra transformés, ces trucs comme ça. Vous dites non, c'est la quantité. C'est la quantité. C'est la quantité. C'est manger 100 calories d'aliments ultra transformés, c'est pas la même chose que d'en manger 5000 calories. C'est clair. On pourrait faire maigrir n'importe qui. En fait, vous pourriez tout aussi bien, et les expériences le montrent, vous pourriez tout aussi bien maigrir en mangeant que des pizzas surgelées industrielles que grossir en mangeant des légumes bio. Et il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. On a étudié le comportement d'enfants diabétiques, des jeunes enfants très surveillés.
auxquels on donnait les conseils habituels de manger beaucoup de fruits et de légumes. Ben, on s'est aperçu que les plus gros étaient ceux qui mangeaient le plus de fruits et légumes. Parce que tout simplement, ils avaient tellement augmenté les quantités que ça faisait beaucoup plus de calories. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on peut tout aussi bien grossir avec des légumes, et en se sentant complètement rassuré de ce qu'on mange, ou on peut tout aussi bien maigrir en mangeant de la nourriture extrêmement riche, et en même temps, pour la plupart des temps, des personnes en s'angoissant de ce qu'on mange. Alors vous parlez dans votre livre, vous continuez, enfin c'est le même genre d'argument sur la consommation et dicté, enfin des études qui ont été faites. Alors il y a c'est fait en Australie, c'est fait aux États-Unis, c'est fait en France, où on insiste tantôt sur les graisses, tantôt sur les sucres, et vous dites ça n'a strictement, il n'y a pas de correspondance avec le poids. Non, c'est-à-dire on retrouve tout ce que je viens de décrire, qui se situe à un niveau individuel, on le retrouve au niveau des campagnes de santé publique. Quand l'Australie a mené de fortes campagnes de santé publique pour inciter à la diminution du sucre, ils ont réussi à faire baisser très sensiblement la consommation de sucre dans le pays. Je crois que je n'ai plus les chiffres en tête, mais si vous dites la consommation de sucre a diminué de 20% pendant que l'obésité a augmenté de 80%. Exactement. Ça en une trentaine d'années. Dans la même période, sur 30 années, l'obésité a augmenté de 80%, alors que la consommation de sucre diminuait. Et vous donnez l'exemple des États-Unis, enfin bon, j'imagine. L'American Paradox, et vous dites alors c'est pour les graisses, donc là c'était la grande période du light. Graisses, vous dites la consommation de graisse a diminué de 11%. Et l'obésité a augmenté de 30%, et simplement ce qu'on avait oublié, c'est que la taille des portions entre-temps a augmenté. C'est les portions qui avaient augmenté, voilà. Et ce que je veux juste souligner, parce que c'est que en Australie, les auteurs ont dû refaire 2 fois leur étude, parce que quand ils l'ont produite, ils l'ont publiée la première fois, personne n'a voulu les croire. Donc ils ont dû refaire la même étude de manière beaucoup plus encore surveillée et contrôlée, qui a produit exactement les mêmes résultats. Et donc ça, c'était pour l'Australie qui voulait réduire les sucres. Donc vous avez rappelé, il s'est passé la même chose aux États-Unis et en France, où les campagnes étaient beaucoup plus ciblées sur le gras. On a diminué aussi bien aux États-Unis qu'en France notre consommation de gras, et dans le même temps, l'obésité a complètement explosé. Il faut quand même savoir que, vous savez qu'en France, on a un programme de santé publique. Le PPNS. Le programme de nutrition PNNS. Merci. Le PNNS. Depuis que le programme existe, l'obésité a augmenté de 70%, alors que la consommation de gras a diminué de 3 ou 4%. Voilà. Donc pourquoi ça se passe comme ça en Australie, en France, aux États-Unis? Parce que simultanément, si vous diminuez la composition, si vous modifiez la composition en diminuant un nutriment qui pourra être ou le gras ou le sucre, si simultanément la quantité de nourriture augmente, c'est ce qu'on a vu et que vous avez rappelé aux États-Unis, les portions ont augmenté de 15%, et nous Français, à chaque fois qu'on va aux États-Unis, on est un peu interloqués. On finit aucun plat. On n'y arrive pas. Évidemment, évidemment, on a une prise de poids, on a une augmentation. C'est-à-dire que si vous dites aux gens de manger, vous leur dites ne mangez pas de gras, mais vous pouvez manger du sucre. Évidemment, des glucides. Évidemment qu'ils vont grossir en mangeant des glucides. Et si, à l'inverse, vous leur dites arrêtez les glucides, mangez du gras, évidemment que ceux qui grossissent, ils vont grossir en mangeant du gras. Il faut bien grossir en mangeant quelque chose. Vous dites, vous avez une formule, vous dites pour maigrir, vous venez de le dire, il faut manger moins, et c'est manger moins de gras, moins de sucre, moins de fruits et légumes, moins de pommes, moins d'hamburgers, moins de bio, moins de vegan, moins de kasher, en fait, moins de tout. Vous pouvez manger moins de ce que vous voulez, vous retirez 100 calories de n'importe quoi, le résultat est le même. Voilà. Et le résultat sur la prise de poids, vous ajoutez 100 calories de n'importe quoi, le résultat est le même aussi. D'ailleurs. Vous nuancez, parce que je comprends que nos auditeurs puissent être surpris. Vous dites le poids, c'est un problème de quantité de nourriture, donc de calories, mais la santé, c'est un problème de qualité de la nourriture. Ouais, bien évidemment,
personne va s'alimenter pendant des mois et des mois avec ce type. Vous détruisez votre santé aussi bien si vous mangez que des pizzas ou si vous mangez que des brocolis. Évidemment, la santé c'est un problème de répartition, de diversification de l'alimentation. Ça c'est la santé. Et alors que le poids n'a rien à voir avec la diversification, il a à voir avec la quantité. La santé c'est un problème de qualité de nourriture. Le poids c'est un problème de quantité de nourriture. Et il faut véritablement complètement scinder ces deux dimensions de l'alimentation. Là, on a une tendance à tout confondre et à penser que parce qu'un aliment est bon pour la santé, il pourrait ne pas faire grossir. Il y a des gens qui se mettent à penser que, par exemple, l'huile d'olive, qui a été un peu l'emblème du régime crétois, de la bonne santé, ça peut pas faire grossir. Aujourd'hui, on pense que les amandes, qui sont l'emblème des oméga 3, parce que tout le monde maintenant trouve que c'est absolument génial. Réhabilitation des oléagineux. Oui. On se met à penser, certaines personnes qu'on peut en manger à volonté. À partir du moment où c'est bon pour la santé, ça ne pourra pas faire grossir. Et ils mangent des tonnes d'amandes. Bon, donc c'est évidemment faux, et il faut séparer ces deux problématiques. D'un côté, la problématique poids avec la quantité de nourriture, et de l'autre côté, la problématique santé avec la qualité de la nourriture. Et ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, on va arriver dans la deuxième partie de l'émission au contrôle, et vous dites, tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est qu'il y a un certain nombre d'aliments qu'on va manger avec une fausse sécurité, c'est-à-dire qu'on se dit, ça c'est très très bon, donc je peux en prendre sans limite, et puis un certain nombre d'aliments qu'on va regarder du coin de l'œil avec une inquiétude que vous qualifiez d'injustifiée. Alors, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les aliments, certains aliments pauvres, la plupart du temps en calories, vont être consommés avec ce sentiment de sécurité, sans pouvoir penser que si on en mange beaucoup, finalement, on multiplie quand même les calories et ça finit par faire grossir. Je veux juste rappeler une chose, c'est que dans la nature, les plus gros mammifères les plus gros animaux, sont tous des herbivores. Ils mangent que de l'herbe. Et on peut devenir un éléphant, un buffle, une girafe, un rhinocéros en mangeant que de l'herbe. Donc du coup, on pourrait manger tous ces aliments en se sentant totalement en sécurité, ce qui est injustifié, ou se priver de certains aliments parce qu'on s'inquiète de leurs effets, et complètement à tort. Donc finalement, on est dans un rapport qui est complètement dévoyé, biaisé par rapport à la nourriture, et ça va entraîner des troubles du comportement alimentaire. Alors je vous propose une très courte, mais vraiment très très courte pause publicitaire avant précisément de parler du contrôle et du plaisir. Merci de votre compagnie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jean-Philippe Zermaty pour Oser manger, libérez-vous du contrôle. Alors vous avez dû être surpris si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, parce que là, réquisitoire implacable contre les régimes. Et pourtant, 15% de la population, entre 15 et 30%, qui est en surpoids ou qui est en obésité, cherche des solutions pour maigrir. Comment fait le nutritionniste que vous êtes, docteur Zermaty ? Alors, tout ce qu'on a dit finalement précédemment, c'est finalement plutôt pour simplifier les choses. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se casser la tête pour choisir un aliment ou plutôt qu'un autre à supprimer. Oui, mais comment on fait avec la faim ? Comment on fait avec donc, pour maigrir, voilà, les envies de manger ? Comment on fait avec les compulsions alimentaires ? Ce qui explique les patients. Les compulsions, elles viennent justement des régimes, la plupart du temps. Enfin, on va en parler, mais simplement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Il suffit simplement de manger moins pour perdre du poids, et on peut manger moins de n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez revenir, docteur Zermaty, sur le poids d'équilibre ? J'ai trouvé que c'était une notion qui était très très importante, parce que certains s'estiment gros et vont essayer de courir après un fantasme qui est impossible. Et vous dites, à un moment donné, la médecine est toute puissante, mais elle n'est pas omnipuissante. Non. Je vais essayer d'être simple. Le poids d'équilibre, c'est le poids que vous maintenez, que vous atteignez, que vous maintenez, quand vous mangez globalement en fonction de la faim et de la satiété.
Voilà, ça veut dire que vous apportez à votre corps la quantité dont il a besoin pour se maintenir, pour revenir systématiquement à ce poids. Alors, dans votre livre, vous dites 95%, c'est ce qui m'a frappé, 95% de ça, c'est automatique. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on se prend la tête juste sur une infime... Tout ça sont des processus inconscients et involontaires. C'est-à-dire que le modèle, c'est le nourrisson. Le nourrisson, quand il prend son lait, il braille, il prend la quantité dont il a besoin pour assurer la croissance et pas plus. Voilà. Et il décide pas d'avance. Ça, j'en veux pas. Ou je veux troisième graduation, voilà, pour surveiller mon poids. L'autre modèle, c'est les animaux sauvages. Un animal sauvage, vous le mettez à côté d'une montagne de nourriture, il prend ce dont il a besoin, il s'en va, quand il a faim, il revient. Et il a pris ce qu'il fallait. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Ça passe pas par le cerveau, on s'en sert pas. Enfin, le cerveau mental. On l'a perdu, ça ou... Alors, on le perd si on fait des régimes. On peut le perdre pour d'autres raisons, mais essentiellement, finalement, aujourd'hui, c'est ça qui nous perd. Alors, ce poids d'équilibre, donc, c'est le poids que le corps va maintenir quand vous vous nourrissez en fonction de votre faim et de votre satiété. Ce poids d'équilibre, malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il peut se dérégler. Parce que quand vous grossissez, certaines personnes vont grossir en fabriquant de nouvelles cellules qui ne disparaîtront plus par la suite. D'autres vont grossir en augmentant la taille de leurs cellules qui, par la suite, pourront se réduire. Et on disait qu'un certain nombre de personnes, génétiquement, avaient beaucoup plus de cellules. On n'est pas tous fait pareil. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, il faut faire vraiment attention parce que avec ce qu'on a expliqué, ces phénomènes de rebond dans les régimes, quand vous faites un régime, vous pouvez prendre plus de poids, reprendre plus de poids. Si ce poids que vous le reprenez en multipliant vos cellules, en fabriquant de nouvelles cellules, ça devient un phénomène irréversible. Et donc, en fait, par palier, comme ça, vous pouvez partir d'un poids normal, ce qu'on voit très couramment des gamines de 15 ans qui râlent pour 2 ou 3 kilos, et on les retrouve 30 ans plus tard, elles ont 40 kilos en plus qu'elles n'arrivent plus à perdre. Parce que vous dites, ça, elles ont augmenté, c'est lié, elles ont incrémenté régulièrement, après chaque régime, elles font un rebond et elles incrémentent comme ça leur ça veut dire qu'elles ont augmenté le nombre de cellules de stockage et le volume de ces cellules, c'est ça? C'est exactement ça, et ça, c'est pas réversible, et c'est pour ça qu'on en arrive ensuite à des situations complètement dramatiques. Bon, donc voilà, le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on maintient quand on mange en fonction de sa faim et de sa satiété, et ce poids, on ne peut pas le choisir. Si ce poids nous déplaît, la seule façon de passer sous ce poids, c'est de manger moins que sa faim en mettant du contrôle. Bon, bah là, on est tous capables de faire ça plus ou moins. 15 jours. Il y en a c'est 2 heures, il y en a c'est 2 jours, il y en a c'est 2 semaines. La moyenne, on la connaît aujourd'hui, c'est 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est 95% des gens qui ont tout lâché. Voilà. Et on reprend. Bon, donc manger moins de sa faim sur une période. Ils reprennent ce poids très progressivement, parce que tout à l'heure on expliquait qu'ils perdaient les 6 premiers mois. Donc quand vous avez un patient qui vient, ils peuvent mettre plusieurs mois ou plusieurs années à reprendre. Voilà. Donc ils sont parfois culpabilisés par le médecin ou le nutritionniste qui les suit en disant voilà, vous n'avez pas suivi votre régime. On disait souvent que les gros mangeaient en cachette. C'est des notions surannées, ça. Ah non. Aujourd'hui, c'est même scandaleux. Vous avez des patients qui ont été les patients en chirurgie bariatrique, par exemple, qui ont été opérés, puis qui reprennent du poids parce que c'est les patients qui ont eu un anneau, qui ont eu une intervention chirurgicale, un bypass, une sleeve, et ils reprennent qui peuvent reprendre parce qu'ils ont des troubles alimentaires qui n'ont pas été pris en compte avant et qui se font proprement engueuler ou sortir de la consultation. On leur dit mais arrêtez-vous de manger. Il y a qu'à. Si vous vouliez, vous feriez. Mais c'est une aberration. D'accord. Alors, comment on fait donc, l'idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de manger moins. Vous pouvez manger moins de n'importe quoi. Mais comment manger moins sans que ce soit du contrôle? Alors, pourquoi tous ces régimes ne fonctionnent pas? Vous prenez n'importe lequel, le résultat est le même, ça marche pas. Parce que là, tout à l'heure, vous nous dites 3500 régimes, donc 3500 études sur les régimes. Pas 3500. C'est quoi le point commun de tous ces régimes? Il y en a aucun qui marche. Ils sont différents. On pourrait se dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ben non, pas du tout. Il y en a aucun qui marche. C'est quoi le point commun? Le point commun, c'est le contrôle que ça demande. C'est-à-dire que pour maigrir,
en utilisant un régime, on est obligé de mettre du contrôle mental. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire dans la durée. Le cerveau ne peut pas faire ça. J'expliquerai pourquoi. Mais le contrôle, forcément, à un moment, ça finit par s'arrêter. Quand il y a un souci, quand il y a de la fatigue, quand il y a des événements intercurrents. Et à ce moment-là, on a un relâchement dans le contrôle qui peut se manifester par des compulsions, par exemple. Bon, donc il faut réussir. Tout le challenge, c'est de réussir à manger moins sans que ce soit du contrôle. Sans se servir. Finalement, le contrôle, c'est comme si on trichait, quoi. Voilà. Il faut réussir à maigrir, à manger moins, sans tricher, sans se servir du contrôle. Bon, alors comment faire ? Mais comment on fait ? On joue sur la faim, on joue sur l'envie de faim, on joue sur... on va jouer sur les envies de manger. On va jouer sur les envies de manger. C'est-à-dire qu'en fait, on va réduire, par des techniques qu'on possède aujourd'hui, on va réduire les envies de manger. Les gens, grâce à certaines techniques, vont avoir moins envie de manger. Si je schématise, je dirais que quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a plus d'envie que de besoin. Il mange plus, il a plus envie de manger qu'il a de besoin. Bon, donc ça fait un décalage, et il stocke. En fait, on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire ramener les envies au niveau des besoins et faire manger moins, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de manger plus. Ça ne demande, du coup, aucun effort de contrôle. J'ai pas envie de manger plus. Si vous me demandez de manger 2 bouchées en plus, il faut que je me force. Je vois pas pourquoi je le ferais. Et ces envies de manger dont vous parlez, que vous nous exposez, elles sont liées au régime Alors, je vais pas généraliser parce que il y a d'autres situations que celles dont je vais parler. Il faut le savoir, mais je vais pas en parler parce que il faut quand même restreindre. Mais on peut faire flamber les envies de manger simplement en mettant du contrôle. Alors ça demande un peu d'explication. Absolument. Quand le corps détecte un besoin, alors de calories par exemple, voilà, si j'ai pas mangé depuis un certain temps, mon corps me dit tu manques de calories. Il détecte ce besoin. À partir du moment où le cerveau va détecter ce besoin, il va sécréter de la dopamine. Et cette dopamine va nous donner envie de manger. Si je lutte contre cette envie de manger, si je m'empêche de manger, parce que par exemple on m'a dit tu ne dois pas manger en dehors des repas, si je lutte contre cette envie de manger, la dopamine va augmenter. Et donc en augmentant, elle augmente encore les envies de manger. L'envie ne fait plus qu'augmenter. Et la dopamine a un autre effet, c'est que le corps est bien fait, s'il détecte un besoin, il va déclencher l'envie de combler ce besoin, mais il va faire en sorte que vous ne pensiez plus qu'à ça. C'est-à-dire qu'il va focaliser de façon quasi obsessionnelle l'attention sur la satisfaction du besoin. Il vous lâche pas jusqu'à ce que vous ayez satisfait le besoin. C'est pour ça que les gens se plaignent, et c'est un motif de consultation, se plaignent de ne plus penser qu'à la nourriture. Il y a une expérience qui a été faite à la fin de la guerre, qu'on a appelée l'expérience du Minnesota. On a fait maigrir des volontaires de 25% de leur poids. Ce qui est pas, ça paraît énorme, mais ça l'est pas. Il y a couramment des gens qui perdent 25% de leur poids en faisant un régime. Les volontaires disaient, c'est pas la faim qui nous a fait souffrir. Ce qui a été le plus pénible dans l'expérience, c'est qu'on ne pensait plus qu'à la bouffe. On ne pensait plus qu'à ça. On allait au cinéma, on voyait des films, des scènes d'amour. Ce qui nous intéressait, c'est qu'est-ce que les mecs avaient dans leur assiette. Les scènes de cul, on s'en foutait. Voilà. Ils étaient obsédés par la nourriture. Et ça, c'est un effet de la dopamine. La dopamine, non seulement elle déclenche cette envie de manger, mais en plus, elle focalise l'attention jusqu'à ce que vous répondiez aux besoins. C'est important pourtant de sécréter la dopamine. C'est capital. Mais si vous en avez trop ou pas assez, vous déréglez tout. Voilà, c'est comme tout d'ailleurs, c'est comme beaucoup de choses. Bon, et ensuite, pour que cette envie donc ça, si vous voulez, ça va initier, c'est ce qui va déclencher la prise alimentaire. Vous allez démarrer, non pas parce que vous avez faim, mais parce que la faim a déclenché une envie de manger. Il faut bien comprendre. Et ensuite, comment ça s'arrête, le repas ? Ça s'arrête pas parce que vous avez plus faim. Ça s'arrête parce que vous n'avez plus envie de manger. Alors, c'est ce qu'on appelle le rassasiement. Oui, vous expliquez dans le repas, d'ailleurs, on a faim juste les premières bouchées, ce qui est quand même étonnant, d'ailleurs. Je peux proposer l'expérience à vos auditeurs. Observez, avant le repas,
essayez de bien vous examiner, de situer vos sensations de faim. Où est-ce qu'elles sont? Bon, en général, c'est un creux, des gargouilles. Donc, vous essayez vraiment de vous concentrer là-dessus. Et ensuite, pendant le repas, essayez de déterminer à quel moment ces sensations disparaissent. C'est-à-dire à quel moment votre faim physique va disparaître. Vous dites qu'elles disparaissent très vite. Entre 5 et 8 bouchées, il n'y a plus de sensation. Ouais. Voilà. Et alors, après, tout le reste du repas... On continue parce que le repas a été préparé, parce que c'est social, parce que... Non, absolument pas. Cette première partie du repas où on a faim permet de restaurer les besoins, c'est-à-dire qu'en fait, on va réemmagasiner ce qu'on a dépensé, quoi, précédemment. Mais la deuxième partie du repas, elle est anticipatrice. Elle permet de tenir jusqu'au repas suivant. C'est comme des provisions pour tenir jusqu'au repas d'après. Et plus le repas d'après est éloigné, et plus la quantité du repas va augmenter. C'est-à-dire que si je vous dis que vous allez remanger dans 2 heures, vous mangez pas la même quantité de nourriture que si je vous dis vous remangez pas jusqu'à demain. On anticipe, c'est prévisionnel. C'est anticipatoire. Ça s'appelle l'appétit prévisionnel. C'est un truc tout à fait naturel et complètement inconscient. Bon, donc on s'arrête pas parce qu'on n'a plus faim, parce que la faim, donc on a dit, ça part en 5 bouchées. On s'arrête parce qu'on n'a plus envie de manger. Ça s'appelle le rassasiement. Et ce rassasiement peut se dérégler dans les 2 sens. Alors je vais donner 2 exemples de dérèglement extrême. Le rassasiement peut en fait être très retardé. C'est ce qu'on appelle l'hyperphagie. Dans l'hyperphagie, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'hyperphagie, vous avez toujours envie de manger. Vous mangez, et ben l'envie, elle disparaît pas. Vous ajoutez en une bouchée, vous avez toujours envie. Et une encore, et vous avez encore envie, et vous avez encore envie, et vous avez encore envie. Les gens qui se resservent, qui se resservent. Vous pouvez manger jusqu'à vous pouvez même avoir le ventre explosé par la quantité de nourriture que vous avez mangé et avoir encore envie de manger. C'est complètement déréglé. Ça, c'est l'hyperphagie. C'est des gens, véritablement, ils sont dans un inconfort physique énorme, et pourtant, ils ont toujours encore envie. Donc ça s'est déréglé, ça a été retardé, le rassasiement. Il n'arrive pas. Bon, mais à l'inverse, on a aussi des gens qui se sont rassasiés tout de suite. Ils prennent 3 bouchées, ils sont rassasiés, ils n'ont plus envie de manger. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est par exemple la dépression. La dépression, dans certaines dépressions, alors il y a des dépressions qu'il faut manger, mais il y a des dépressions, il faut quand même le rappeler, qui coupent l'appétit. Dans la dépression, les gens, ils peuvent manger, au bout de 3 bouchées, ils n'ont plus envie. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mangé la quantité de nourriture nécessaire pour pour satisfaire les besoins. Donc du coup, ceux-là, ils maigrissent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le rassasiement, c'est un phénomène qui est psychophysiologique, qui peut complètement se dérégler dans un sens ou dans l'autre. La plupart du temps, quand les gens prennent du poids, c'est que le rassasiement arrive trop tard. Eh bien, en utilisant les techniques dont on dispose aujourd'hui, on peut tout simplement ramener le rassasiement à sa bonne position, là où il doit être. Voilà. Et il faut comprendre que ce n'est pas une sensation, le rassasiement. Vous pouvez pas prendre votre doigt et dire là c'est rassasié, alors que vous pouvez faire ça avec la faim. Là j'ai faim, il y a un creux. Là ça gargouille. Le rassasiement, ça se passe strictement dans la tête, uniquement. C'est un phénomène, c'est un état mental. Le rassasiement. Bon, c'est pour ça que ça se dérègle si facilement. Voilà. Eh bien, ça, on arrive à le régler et à le ramener au niveau des besoins. Alors, de quoi ça dépend? Qu'est-ce qui fait finalement qu'une envie va disparaître au bon moment dans le repas? Chez la majorité des patients, c'est ce qui se produit. Ouais. Alors, chez le mangeur normal, évidemment. Et puis, ça s'est déréglé chez ceux qui ont développé des troubles. Même que ce soit des troubles mineurs ou des troubles beaucoup plus sévères. Il y a 3 conditions indispensables pour qu'une envie disparaisse. La première, c'est de répondre à cette envie par l'aliment qu'elle nous réclame. C'est-à-dire que si vous avez une envie de chocolat, vous ne pouvez pas la calmer avec des asperges. Et à l'inverse, non, c'est pareil. Si vous avez une envie d'asperge, vous ne pouvez pas le calmer avec du chocolat. Vous citez, je vous interromps, docteur Zermati, vous citez dans votre livre, parce que ça m'a beaucoup frappé, donc c'est l'exemple de Christophe, vous dites c'est un grand amateur de fromage, il va faire ses courses, il contourne les rayons fromage quand il va les acheter, mais il s'empiffre avec n'importe quoi pour pas manger du fromage. Il s'empêche. Mais qu'est-ce qu'il fait au bout du compte? Il ne fait que multiplier son envie de fromage. C'est-à-dire qu'il lutte contre son envie de fromage. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire grimper sa dopamine au sommet. Et la dopamine, son boulot, c'est d'augmenter les envies. Et vous dites, ça c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. Il va perdre. Il va perdre. Il va perdre. Alors, je vous laisse. Donc voilà, la première condition, c'est de répondre à l'envie en lui apportant l'aliment qu'elle vous réclame. Bon.
c'est tout à fait insuffisant. Et ça peut être une tablette de chocolat, ça peut en être... général, c'est pas ce qui va se passer. En général, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Elle vous demandera pas une envie de chocolat, une tablette de chocolat, sauf si vous êtes déréglé, c'est-à-dire sauf s'il n'y a pas les deux autres conditions dont je vais parler. La deuxième, c'est de manger en étant attentif aux sensations que ça procure. Donc toutes les sensations alimentaires que ça va procurer, le goût, les sensations physiques quand vous sentez les aliments passer, rentrer dans le corps, la diminution du plaisir sensoriel, le plaisir que ça va procurer. Il faut être dedans, quoi. L'alimentation en pleine conscience. Alors pleine conscience, c'est beaucoup. Attentive. Voilà. L'alimentation attentive. Mais pourquoi ? Mais parce que si l'attention n'est pas là, tout simplement votre cerveau ne sait pas que vous mangez. Et si vous pensez à autre chose, votre cerveau, ou si vous regardez des séries, vous envoyez des mails... Un match de foot... Voilà, allez. Tout simplement, votre cerveau ne sait pas que vous mangez. On a des expériences aujourd'hui très simples sur le rapport entre l'attention et le rassasiement. Alors, je vais tout vous résumer en une toute petite expérience, parce qu'il y en a des milliers, mais en une, on peut tout résumer. Vous prenez deux personnes. Aux deux, vous donnez un paquet de gâteaux. Vous en mettez une devant un ordinateur avec des jeux très captivants et l'autre devant une tasse de thé. Quelle est la personne qui mange le plus de gâteaux ? Celui qui est devant l'ordinateur, ouais, j'imagine. Ça, c'était facile. plus dur, si on regarde ce qu'elle consomme au repas qui suit, au dîner, quelle est celle, normalement, qui devrait manger le moins au dîner ? Celle qui s'est empiffrée de gâteau. Exact. Eh ben, c'est pas le cas. C'est elle qui mange le plus. Parce que tout ce qu'elle a mangé devant l'ordinateur... Ça n'a pas été comptabilisé. Ça n'a pas été comptabilisé. C'est pas imprimé par le cerveau. C'est comme si elle ne l'avait pas mangé. Donc, double peine. D'une part, elle manquait d'attention au moment où elle a consommé les gâteaux, donc elle en a mangé beaucoup plus. D'autre part, le cerveau ne se rappelle de rien. Il a rien comptabilisé. Il fait un repas normal. Bon, voilà, ça résume un peu toutes les expériences qu'on a sur l'attention et sur le rassasiement. Donc cette attention sur les sensations alimentaires, mais attention, hein, si je peux me permettre, il faut que l'attention soit sur les sensations alimentaires. Quand vous demandez aux gens s'ils sont attentifs à ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, ils vous répondent tous oui, mais pas. En réalité, si on fouille, ils sont pas attentifs à leurs sensations alimentaires. Non, ils sont attentifs à la préparation du repas, au choix du repas. Ils sont attentifs, quand ils ont les troubles, à leurs efforts de contrôle. Est-ce que c'est la bonne quantité de nourriture ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de gras ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sucre ? Est-ce que je vais m'arrêter là où il faut ? Il faut que je fasse gaffe à pas trop pour manger. Est-ce que je risque pas d'avoir faim si je m'arrête là ? Etc. C'est là-dessus que l'attention va être concentrée. Et ça n'a strictement aucun effet sur le rassasiement, ça ne va faire que retarder le rassasiement. Donc la deuxième condition, c'est celle-là, c'est l'attention sur les sensations alimentaires. Et la troisième condition... Ça veut dire faut manger tout seul, faut manger dans le calme, faut manger... Pas du tout. Non, on n'est pas fabriqué pour manger seul, comme ça. On utilise une propriété qu'on appelle l'attention partagée, qui est le même type d'attention qu'on utilise en voiture quand on conduit. C'est-à-dire que quand vous conduisez, vous faites des trucs quand même assez compliqués. Et automatiques. Vous sans surveiller ce que font vos mains, ce que font vos pieds. Vous avez les yeux qui surveillent 3 rétros, plus la route. Et en même temps, si ça vous chante, vous pouvez faire une conférence à votre passager et discuter avec lui. Bon, on peut aussi manger et discuter. Ça s'appelle de l'attention partagée. Et cette attention partagée, on s'est rendu compte que chez les personnes en surpoids, elle était extrêmement altérée. Donc on est obligé de la reconstruire. C'est un travail. C'est important parce que ça ne veut pas dire de manger dans le calme, de ne pas manger... Pas du tout. Vous pouvez faire un repas... Vous voyez, quand on va dans un très bon restaurant, on est très concentré sur ce qu'on mange, mais on ne mange pas dans un silence de cathédrale. Je veux dire, il y a des gens autour qui parlent, il y a du bruit, il y a de l'agitation, et on arrive à se concentrer, et on peut même discuter. Voilà. Bon, donc ça s'appelle l'attention partagée. C'est une faculté dont on dispose absolument tous, et donc elle est inemployée dans ce domaine-là, et on va la remettre à sa place. Voilà. La troisième condition, c'est de manger dans un climat de sécurité alimentaire, se sentir en sécurité avec sa nourriture.
Ne pas manger en se bombardant En se disant de ça, j'ai jugements, pas droit, ou ça. de critiques, je suis nul, j'ai pas réussi à tenir, je vais jamais m'en sortir, je vais finir ma vie toute seule entre mes chats et mon placard de bouffe. Ça, ce sont des pensées automatiques qui peuvent venir. Absolument. Voilà. C'est un travail de faire de faire partir ça, de retirer ça pour pouvoir parce qu'évidemment, si vous avez toutes ces pensées, c'est ça qui capture l'attention. L'attention, très naturellement, elle va aller sur elle se dirige sur deux choses. Si on met pas un petit peu d'effort dessus, si elle n'est pas automatisée aussi. Elle se focalise sur tout ce qui peut lui sembler dangereux. Donc, par exemple, les aliments dont on a parlé au début. Grossir, perdre le contrôle, pas manger comme il faut, voilà. Ou sur tous les sujets qui excitent la curiosité, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le comportement naturel de l'attention. Elle circule, elle se déplace, elle passe d'un endroit à l'autre. Et pour qu'elle soit sur les sensations alimentaires, au début, il y a tout un travail qui va permettre d'automatiser l'attention, de faire en sorte que cette attention, de manière absolument automatique, sans aucun effort de contrôle et de concentration, puisse revenir. Elle n'est pas maintenue sur l'intégralité du repas, ça sert à rien, mais elle revient régulièrement sur les sensations alimentaires tout au long du repas. C'est ce qu'on appelle, donc c'est ça qu'on appelle l'attention partagée. Et cette attention partagée, il faut qu'on réussisse à l'automatiser totalement. Sinon, si on peut pas l'automatiser, ça reste un effort, un dossier pour le cerveau, et le cerveau ne sait pas traiter 40 dossiers en même temps. Ça, c'est pas possible pour lui. Donc, au bout d'un moment, s'il a d'autres dossiers plus importants, il va lâcher celui-là. Et ça va s'arrêter. Et on aura une rupture, là encore. Là, un effort de compréhension, bien sûr, nécessaire, docteur Zermati, parce que là, vous dites, les envies de manger vont s'arrêter automatiquement, à condition de ne pas y penser. Mais bien évidemment, celui qui essaye de perdre du poids, il pense qu'à ça, quoi. Alors, non, au moment du repas, c'est juste de se concentrer. Vous pouvez y penser à ce que vous voulez en dehors du repas. C'est comme on disait avant, si on veut parler business, on attend le dessert ou on attend après le dessert. Et là, c'est un peu la même chose. Quand vous mangez, vous pensez pas à votre poids et à ce qui va vous arriver dans votre vie. On arrive à se faire plaisir parce que vous insistez beaucoup sur la notion de plaisir. C'est le plaisir qui est responsable c'est une formule qu'il faut retenir parce qu'elle est simple, c'est le plaisir qui est responsable de l'extinction du désir, de l'envie. C'est-à-dire que si on n'a pas une sensation de plaisir, l'envie, le désir, c'est la même chose, ne disparaît pas. C'est le plaisir, qui en quelque sorte dit qu'on a eu le comportement juste et qu'on peut s'arrêter. Sans le plaisir, on ne sait pas manger en réalité. Souvent, dans les régimes, on recommande aux gens de se faire plaisir de temps en temps. C'est une aberration. On peut pas dire un truc plus bête que ça, quoi. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Il y a eu toute une période où on essayait de faire maigrir avec des sachets. Là, c'est vraiment Alors, c'est pas de temps en temps faites-vous plaisir. Ouais. C'est que le plaisir doit être présent à tous les repas, du début à la fin. Et c'est justement parce que à un moment, pendant la période du repas. C'est justement parce qu'à un moment dans le repas, on détecte cette disparition du plaisir que le repas peut s'arrêter. Donc, si on n'a pas ce plaisir, le cerveau sait pas qu'il doit s'arrêter parce qu'il sait pas parce que le plaisir, s'il est pas là dès le début, il peut pas disparaître. Voilà, tout simplement. Une notion qui m'a intéressé, on va l'évoquer très rapidement parce que le temps passe, c'est les envies de manger émotionnelles. Ah oui. Donc ça m'a surpris parce que vous dites faut choisir un aliment riche. Alors vraiment, faut choisir un aliment qu'on aime et c'est cet aliment qui calme. Et vous dites par exemple pour un chocolat, le Côte d'Or ça peut calmer, le Lindt pas le faire. Alors ça c'est une notion importante. Les envies de manger émotionnelles sont un phénomène naturel. Qu'est-ce que c'est qu'une envie émotionnelle ? C'est une envie qui a été déclenchée par une émotion et dans laquelle on n'a pas la sensation de faim. Voilà. Et ça, c'est régulateur. C'est un phénomène normal. C'est aussi normal que d'avoir faim. Donc, s'opposer à ses envies de manger émotionnelles, c'est aussi anormal que de vouloir s'opposer à sa faim. On doit y répondre. Ça nous équilibre psychiquement. Tout le monde en a. Ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils ne savent pas le reconnaître. Ça peut être déclenché aussi bien par des émotions agréables que désagréables. Et le fait de ne pas répondre, de s'opposer à ces envies de manger émotionnelles, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent, les gens vont vous dire « j'ai pas faim, donc j'ai pas besoin de manger, je vois pas pourquoi je répondrais à ce type d'envie ». Ou parce que, deuxième raison que vous évoquez, c'est que les seuls aliments capables de calmer les envies émotionnelles sont des aliments riches et appréciés.
Ça peut pas être autrement, c'est comme ça, hein, c'est physiologique. C'est-à-dire que si vous aimez vous adorez les fraises, vous avez beau adorer, c'est pas assez riche pour calmer une envie de manger émotionnelle. En revanche, si vous ajoutez de la crème chantilly et puis un peu de sucre, ça devient un aliment riche qui calme une envie de manger émotionnelle. Donc il faut que ce soit riche et que vous aimiez ça. C'est-à-dire que il suffit pas que ça soit riche. Si je veux calmer une envie de manger émotionnelle, si je déteste le saucisson, si je déteste le fromage, ça marchera pas. Si j'adore le chocolat, ça marchera avec le chocolat. Mais même pas n'importe quel chocolat. Il faut que ce soit un chocolat que j'aime. Si vous me donnez un chocolat qui m'intéresse pas, que j'aime pas du tout, ça ne calme pas mes envies émotionnelles. Donc il y a deux conditions pour calmer ça. Il faut que ce soit riche et il faut que ce soit un aliment apprécié. Et si on s'oppose à ces envies de manger émotionnelles, ça se termine en compulsion. Si vous luttez contre vos envies, à un moment ou un autre, on a la certitude que ça finira par des compulsions. Bon, on arrive, docteur Zermati, là, au terme de notre entretien. Je pense que la deuxième partie a été tout à fait explicite, même si c'est pas... Alors, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Non, c'est pas la plus simple. Elle est complexe. C'est vrai que même quand on travaille avec les patients, on y passe beaucoup de temps. Mais c'est le cœur, en fait. Voilà, on va essayer donc de retrouver le plaisir de manger, la simplicité, le plaisir et la simplicité de manger. Alors je rappelle le titre de votre livre, Osez manger, libérez-vous du contrôle. Docteur Jean-Philippe Zermati chez Odile Jacob. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation.